Pose des questions. Questionne pour en savoir plus sur l'autre. Questionne pour remettre en question ta vérité. Questionne pour en savoir plus sur toi. Questionne pour obtenir quelque chose. Questionne pour connecter avec les autres. Questionne pour débattre et ouvrir ton esprit. Questionne pour savoir si tu dois vraiment suivre toutes les règles. La question est la première étape vers l'atteinte de n'importe quel objectif ambitieux. Le sujet de l'art de poser des questions a toujours été monopolisé par les journalistes. Parce que c'est finalement leur activité principale. Ils posent des questions. La majorité pense que cet art est réservé, inaccessible et inutile à des fins autres que produire des émissions, imprimer des journaux ou animer des émissions à la radio. Et pourtant, la questiologie n'est pas réservée à une minorité, mais elle nous concerne tous. À chaque instant de notre vie, on pose aux autres, mais surtout à nous-mêmes, des questions en continu auxquelles nous répondons. Et encore plus spécifiquement en business, la question est la pierre angulaire du networking, du closing, de la création d'offres, du personal branding, du développement personnel, de la construction de systèmes, du recrutement, de la gestion managériale et même de manière générale de l'atteinte du succès. Parce qu'elle permet d'obtenir ce genre de réaction. Who's my hero? All right. It's a great question. My dad. First of all, a lot of respect to you. That's a heck of a question. I've been doing this a long time, and that's the first time anyone's ever asked me that. That's a heck of a question. Bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Elle Ouais. est super, cette question. On nous pose jamais cette question. Jamais. Ta question, elle est super, elle est incroyable. Dis-toi que je me la suis même jamais posée. Elle est dingue. That's a good question. That is a good question. That's a question. That's a question. C'est une très bonne question. C'est une bonne question, ça aussi. J'essaie de poser des bonnes questions, ça m'arrive. Lorsque j'étais enfant, j'aimais énormément poser des questions. Parfois, souvent même, j'avais déjà la réponse. Mais c'était une manière pour moi de valider mes connaissances ou de les remettre en question. Et régulièrement, j'avais la sensation de poser des questions stupides ou impertinentes. Alors je disais au professeur, c'est peut-être une question stupide, mais... Et il ou elle me coupait instantanément pour me dire « Thomas, sache qu'il n'y a pas de questions stupides. » Et on l'a tous entendu. Eh bien mon ami, bienvenue dans ce podcast où je suis seul aujourd'hui et dans lequel on va prendre conscience que cela est profondément inexact, qu'à question bête, réponse bête, et donc qualité de vie médiocre. No, that's a stupid question. Alors ça semble un peu dur dit comme ça, mais reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et cela te semblera beaucoup plus clair. Le sujet de cette vidéo n'est pas simplement important ou utile, mais absolument essentiel pour que tu puisses naviguer dans ta vie personnelle comme professionnelle, peu importe ton activité, quelle qu'elle soit, de manière plus sereine, plus éclairée, plus pertinente et plus intelligente. Ainsi, le programme du jour est le suivant. D'abord, on va voir pourquoi la question est un outil fondamental de la pensée. Ensuite, on verra ce qu'est la questiologie, les différents types de questions et ses pouvoirs psychologiques. Puis, nous verrons où s'applique cette science. Et enfin, nous verrons le framework du questionnement. Je t'encourage donc vivement à t'installer confortablement et, avant toute chose, à t'abonner à cette chaîne si jamais ce genre de sujet t'intéresse. Elle s'adresse à toute personne qui est suffisamment ambitieuse ou qui est sous pression, sous responsabilité, à tous les entrepreneurs, à toutes les personnes qui pensent trop, qui sont des overthinkers, on appelle ça comme ça. Si jamais vous avez besoin de sujets plus profonds, différents de ce qui existe actuellement sur les thématiques d'entrepreneuriat, et notamment les thématiques très business, très money, très système, soit des thématiques très développement personnel abstrait. Si vous cherchez autre chose, quelque chose de plus profond, de conceptuel, mais de concret et d'applicable, eh bien, bienvenue sur cette chaîne. Et je vous invite, encore une fois, à vous abonner. On est parti ensemble pour ce podcast. On va donc commencer par pourquoi est-ce que la question, c'est un outil fondamental de pensée. La question, pour moi, et pour nombre d'auteurs, précède toujours la connaissance.
La question, en fait, c'est un point de départ de toute investigation intellectuelle. Avant une découverte scientifique, une décision stratégique ou une prise de conscience personnelle, en fait, il existe toujours une interrogation initiale. C'est notamment ce qu'on peut retrouver dans l'idée de problématique, notamment que vous avez dû tous faire quand vous étiez au lycée, au collège, et qu'on vous demandait de traiter un problème en SVT, en mathématiques, même en philosophie, en français, peu importe. Vous avez toujours une problématique, toujours une question. Et d'ailleurs, certains sujets sont tellement mal faits que la question est mal posée, mal comprise, et ça vous a probablement déjà joué des tours, et vous avez déjà dû probablement sortir le genre de phrase: «Oui, mais le sujet était trop bizarre, j'ai pas compris la question». Parce que soit vous n'aviez pas les connaissances, vous n'aviez tout simplement pas révisé, soit la question était mal posée. Ainsi, poser des questions s'avère déjà extrêmement important. On va aller un peu plus loin évidemment. Les réponses, elles ferment une réflexion. Une fois qu'on a répondu, la réflexion, elle est soit terminée, soit réouverte par une nouvelle question. Et donc, les questions ouvrent la discussion ou ouvrent une avancée dans la réflexion intellectuelle. La science fonctionne sur une dynamique interrogative. Observation, question, hypothèse, expérimentation, et ensuite on a une conclusion, puis une nouvelle question. Et c'est ainsi que lorsque l'on formule une hypothèse ou même un savoir scientifique, on dit toujours, et vous écouterez tous les scientifiques, ils vous diront tous la même chose: c'est vrai, jusqu'à que cela soit contredit. Et pour que cela soit contredit, il faut donc qu'à l'origine, il y ait la question de la remise en question, de cette connaissance. Donc, on a déjà ce premier point. Ensuite, la pensée humaine, elle progresse par des boucles de questionnement. D'ailleurs, Voltaire dit la chose suivante: juge un homme par ses questions plutôt que par ses réponses. Et je pense vraiment que cette citation veut dire que ce par quoi vous êtes intéressé et la manière dont vous formulez vos questions donne des indices beaucoup plus significatifs sur qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous recherchez, ce que vous êtes au plus profond de vous-même, votre capacité à formuler des phrases bien construites, à accoucher de votre pensée. On parlera notamment des maïeutiques de Socrate. Euh, Concrètement, cette capacité à faire accoucher l'esprit d'une question bien formulée et qui génère une conversation de qualité et des réponses de qualité, eh bien finalement, ça a probablement beaucoup plus de valeur et ça nous donne beaucoup plus d'indications sur qui vous êtes que vos réponses. Autre chose, il est extrêmement important de poser des questions. D'ailleurs, Albert Einstein dit la chose suivante: la chose importante est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a ses propres raisons d'exister. Et je pense vraiment que c'est aussi ça. C'est Jacques Brel, je crois, qui disait: «La bêtise, c'est de la paresse». C'est ne pas se dire: «Je ne sais pas assez de choses, je ne fais pas assez de choses». Hem, c'est vraiment arrêter de se poser des questions sur le monde et ça nous rend bêtes, profondément bêtes. Et si vous êtes entrepreneur, si vous êtes ambitieux, si vous avez des responsabilités, si vous pensez trop, eh bien, arrêtez de vous poser des questions est le meilleur moyen de devenir idiot, stupide et ignorant. Sachant qu'en plus, et je vous l'ai dit à travers la statistique que je vous ai sortie au tout début, c'est impossible d'arrêter de vous poser des questions. Votre esprit vous en pose en moyenne 230 par heure. Que vous le vouliez ou pas, actuellement, depuis qu'on a commencé cette vidéo, vous êtes posé au moins 10 questions. Que vous le vouliez ou pas. Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce qu'il pense ça de moi? Est-ce que je le connais? Peu importe, vous vous êtes posé des questions. Et donc, certaines de ces questions peuvent être absolument déterminantes dans votre capacité à prendre des décisions. Autre citation que je trouvais intéressante, qui est de Thomas J. Watson. La capacité à poser des questions est la moitié de la bataille pour trouver une réponse. Ce qui signifie que à partir du moment où vous posez une bonne question, qu'elle est bien formulée, et je pense notamment aux questions que vous pouvez vous poser à vous-même,
il y a de fortes chances que dans la question, vous ayez déjà au moins la moitié de la réponse, si ce n'est plus. Et donc, c'est extrêmement important de vous poser des bonnes questions. Pas juste de se poser des questions, mais de se poser de bonnes questions. Ensuite, on va parler un petit peu de philosophie, parce que la philosophie, c'est évidemment l'essence même de la question. Socrate, d'ailleurs, on parlait de maïeutique tout à l'heure, n'enseignait pas des réponses, il ne donnait pas des réponses, il ne donnait pas des savoirs. Il posait des questions. Sa méthode, appelée maïeutique, consiste à amener quelqu'un à découvrir la vérité par lui-même grâce à une série de questions. Il appelait ça « faire accoucher l'esprit ». Le processus socratique, c'était questionner une idée, révéler ses contradictions, affiner la définition, et ensuite c'était parvenir à une compréhension un peu plus profonde à chaque fois. Et donc en fait, ce processus, il est absolument fondamental dans la philosophie. Comprendre la justice, comprendre la vérité ou sa vérité, comprendre la connaissance ou ses connaissances, tout cela nécessite du questionnement. Socrate disait d'ailleurs « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et je pense qu'il a profondément raison dans cette citation, parce que si vous vous posez pas de questions sur ce que vous faites, mais de bonnes questions, des questions qui sont... Quand on dit bonnes, c'est un jugement de valeur sur les questions parce que oui, il y a des mauvaises questions et oui, il y a de bonnes questions. Oui, il y a des questions sur de bons sujets et des questions sur de mauvais sujets. Oui, il y a des questions qui sont mal formulées et des questions qui sont bien formulées. Et tous ces éléments vont définir la qualité des réponses que vous allez obtenir, et ces réponses vont définir la qualité des décisions que vous allez prendre, la qualité des pensées que vous allez avoir, la qualité des opinions que vous allez formuler, et tous ces éléments-là partent d'un seul et même point, vos questions. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, la philosophie, c'est donc pas une accumulation de réponses, mais un approfondissement de questions fondamentales sur le monde et sur l'humain. Ensuite, parlons de la pensée humaine et de son organisation. La plupart de nos décisions, elles reposent sur des questions qui sont internes, qui sont dans votre esprit, que nous nous posons à nous-mêmes soit consciemment, et donc vous avez l'habitude de vous poser plein de questions, parfois vous les posez même à l'oral, soit inconsciemment. C'est-à-dire que dans vos subconscients aussi, il y a des questions qui se posent, des questions qui parfois sont primaires, et parfois qui sont de l'ordre de la sous-réflexion, pour parler de manière très grossière, et qui vous donnent des réponses quasiment automatiques, parce qu'elles sont subconscientes. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à préparer ce solo podcast, c'est Change Your Questions, Change Your Life. Et l'auteur, il explique dedans que nos comportements sont très largement guidés par les questions internes que nous nous formulons. Par exemple, que dois-je faire aujourd'hui? Comment résoudre ce problème? Quelle est la bonne décision? Nos actions deviennent alors les réponses à ces questions internes. Et d'ailleurs, ça, ce sont des questions très larges, mais derrière, je vais me donner une première réponse, et ensuite, je vais me reposer une question. Et en fait, c'est cette série de questions qui va générer notre action dans le monde. Et donc, plus elles sont pertinentes, plus elles prennent en compte les bons paramètres et elles se focalisent sur les bons éléments, plus ces questions sont pertinentes, et plus les réponses, et donc nos actions, le sont également. Or, on le sait, nos actions définissent ce que l'on obtient dans le monde. Donc si vous voulez avoir ou faire des choses qui semblent pertinentes, qui vous amènent là où vous voulez aller, posez-vous d'abord les bonnes questions. Ou posez aux autres les bonnes questions. C'est Tony Robbins d'ailleurs qui détermine « Your questions determine your focus ». Vos questions déterminent là où vous mettez du focus, de l'attention. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'à partir du moment où vous êtes posé une certaine question, vous avez déjà focalisé votre esprit sur un certain angle sur un sujet. Et d'ailleurs, vous avez même choisi un sujet de focus. Que dois-je faire aujourd'hui? Je me suis focalisé sur ce que j'allais faire. Et la question, c'est bien, que dois-je faire? C'est pas est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ou
Comment dois-je faire les choses aujourd'hui? Que dois-je faire entre ceci et cela? C'est une question qui est plus ou moins ouverte, plus ou moins dirigée vers un élément et qui est plus ou moins focalisée. Par exemple, la réponse à «Que dois-je faire aujourd'hui?» Eh bien, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. OK. Ça, comment est-ce que je dois le faire? Et donc là, je me suis focalisé sur un des éléments et cetera. Voilà un petit peu. Ensuite, les grandes avancées intellectuelles de toute l'histoire humaine viennent de grandes questions. Les découvertes majeures, historiques, commencent souvent par une question qui est absolument radicale. Par exemple, on va donner un exemple très simple, Newton. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui, non pas a inventé la gravité, mais il l'a découverte. Et il s'est posé une question. Un jour, il avait une pomme et il l'a fait tomber. Puis il l'a fait tomber une première fois et puis pourquoi la pomme tombe? Alors il l'a refait tomber et encore et encore. Il a fini par en tirer une conclusion. Je schématise évidemment. C'est la gravité. Et la gravité, c'est telle formule. Et cette découverte est absolument majeure. Parce que derrière, elle nous donne l'idée que la Terre nous maintient au sol et que sans ce maintien, on volerait. Elle nous donne également plus de certitude sur le fait que la Terre est ronde, puisqu'elle a un centre de gravité et que peu importe l'endroit sur lequel on est sur Terre, eh bien ce point de gravité va toujours vers le sol. Et cette découverte majeure, elle vient d'une question essentielle qui est finalement extrêmement bien posée. Pourquoi la pomme tombe? Autre question, Darwin, qui a remis en question tout ce que le clergé et l'Église avaient jusqu'à présent mis en avant, qui était que Dieu a fait apparaître l'homme tel qu'il était dès l'origine, à travers Adam et Ève. Darwin, par la théorie de l'évolution, va remettre en question cette vision du monde en se posant une question. Pourquoi certaines espèces survivent-elles? Et encore une fois, c'est une question qui va mener à des découvertes absolument majeures dans l'histoire du monde et qui derrière change notre manière de le voir. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, encore une fois, cette découverte a pour origine une excellente question et même une série d'excellentes questions. Les découvertes d'Einstein, EMC² et j'en passe. Toutes les découvertes d'Einstein, si jamais vous le connaissez un minimum, la théorie de la relativité, etc. Notamment les effets de la vitesse sur la perception du temps. Eh bien, Einstein s'est posé une question qui est une question que peut se poser. Que se passerait-il si je voyageais à la vitesse de la lumière? Et cette question-là, elle sort de l'ordinaire. Elle sort absolument de l'ordinaire. Et pourtant, elle est d'un intérêt monstrueux, puisque, finalement, il découvre la théorie de la relativité, il découvre MC², il découvre que lorsque l'on va à la vitesse de la lumière, eh bien, notre perception du temps et même le temps en lui-même s'étire, et ainsi on vieillit moins lorsque l'on va extrêmement vite que lorsqu'on est immobile dans l'espace-temps. C'est une découverte majeure qui, encore une fois, a pour origine une bonne question. J'arrête de forcer sur ce sujet et en fait, je trouve, enfin, de manière générale, les questions ont ouvert à la gravitation, la théorie de l'évolution, la relativité et finalement ces questions, elles paraissent simples, mais en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette première partie, c'est également que les questions sont importantes parce qu'elles mènent à d'autres questions. Et donc, c'est cette série de questions qui mènent à des conclusions qui sont de plus en plus approfondies, spécifiques et plus ou moins pertinentes et utiles à l'avancée intellectuelle, à la résolution de problèmes, à la prise de décision. Et donc, évidemment, la question d'origine est extrêmement importante et la suite des questions également. Et donc, la compétence de je sais poser des questions, elle est utile à tous les étages et donc, de toute façon, elle est à développer. Bref, je pense que c'est relativement clair. Je pense qu'on a compris pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de savoir poser des questions. On va passer à présent à la seconde partie,
ce qu'est l'art de poser des questions, que l'on appelle aussi la questiologie. Alors, la questiologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut être défini comme étant l'étude de l'art de poser des questions pour produire compréhension, réflexion et action. Globalement, on peut le définir comme ça. Et on la retrouve en fait dans énormément de disciplines qui vous touchent au quotidien, dans votre vie professionnelle comme personnelle. On la retrouve dans la philosophie, la psychologie cognitive, le journalisme, le coaching, la négociation, la vente, la pédagogie, le management, le recrutement, la gestion humaine. On le retrouve partout, globalement. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question que je trouve plutôt bien formulée. Posez-vous la question. Dans quel domaine la questiologie n'est pas appliquée? Je vous laisse y réfléchir. Vous savez plusieurs heures. Et trouvez-moi un domaine où poser des questions n'existe pas, n'est pas utile. Et savoir poser de bonnes questions n'est pas utile. Je vous laisse y réfléchir. À présent, on va parler de plusieurs types de questions. D'abord, les questions ouvertes. Les questions ouvertes, elles permettent de développer une réponse qui est plus riche. Globalement, c'est pas une réponse en oui ou non. C'est pas est-ce que tu es d'accord, oui ou non. C'est plutôt une ouverture de réflexion. C'est une invitation à raconter. C'est notamment ce qu'on va retrouver dans le journalisme. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle The Craft of Interviewing, dont on va parler juste après, qui l'explique extrêmement bien. Dans le journalisme, elles sont fondamentales car elles permettent au sujet de déployer sa pensée. Dans le The Craft of Interviewing, comme je vous en parlerai, l'auteur, il explique que la question ouverte, elle agit comme une question de dissertation. Elle donne à l'interlocuteur l'espace de développer une idée. Exemple, pourquoi ce moment a changé ta trajectoire? Comment est-ce que tu as pris cette décision? Dans quel contexte? J'ai quelques citations pour vous que je vais vous lire, parce que je les connais pas par cœur. Je dois vous l'avouer. Je vais essayer de vous les retrouver en live. Yes, je vous en ai trouvé plusieurs. Je vais vous la traduire parce que c'est en anglais, c'est un livre en anglais. Hem, il il n'est rien d'impossible pour l'intervieweur qui sait comment, hem, son jeu doit s'ouvrir, et comment faire une question irrésistible. On appelle ça comme ça. Il recite Voltaire: «Juge un homme par ses questions plus que par ses réponses». Certainement que l'interviewé va juger, hem, la question et la dette et le drame de ses réponses dépendra énormément et lourdement de comment il pense, hem, que l'intervieweur a posé correctement ou non sa question, et à quel point l'intervieweur va comprendre sa réponse. Et donc, évidemment, dans le journalisme, c'est extrêmement important. Hem, il recite aussi cette citation qu'on a tous entendue: «Pose une question stupide et tu reg tu auras une réponse stupide». Ce qui semble finalement extrêmement logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te focalises sur un sujet qui n'a aucun intérêt, ta réponse n'aura aucun intérêt. Hem Et dernière citation de ce livre que je trouve, géniale, c'est: «En général, souvent, une question fine est l'empreinte, la marque d'une recherche fine». Et donc, c'est un autre point extrêmement important qu'on verra notamment dans le framework, de questionnement, c'est que la préparation d'une question, et on verra comment le faire évidemment, la préparation donc, c'est tous les éléments contextuels de la question, est extrêmement importante. Sans préparation, une question ne pourra jamais être parfaite ou, du moins s'en rapprocher et ne pourra jamais être pertinente. Ensuite, on a les questions fermées. Les questions fermées, elles servent plutôt à confirmer ou cadrer une information. Est-ce que c'est arrivé à telle date? Ou, est-ce que tu as pris cette décision tout seul? C'est oui, non.
Ça permet juste de vérifier un fait, de structurer la conversation, de faire aussi une pause dans le questionnement parce que enchaîner les questions ouvertes, ça peut nous perdre aussi. Et donc le but, c'est de naviguer en fait dans ce questionnement, que ce soit interne ou externe. Donc le but, c'est juste je garde le cap. Je me perds pas dans des questions. Dans l'interview journalistique, elles servent souvent après une question ouverte afin de préciser en détail et de recadrer. De même, je vais vous reciter le site de Craft of Interviewing puisque c'est un livre qui parle vraiment aux journalistes. Et comme on l'a dit au début, c'était un art qui, jusqu'à présent et jusqu'à cette vidéo, jusqu'à ce podcast, était plutôt réservé aux journalistes. Et on va voir ensemble, évidemment, pourquoi c'est pas le cas. Je vais vous la lire en anglais et je vous la traduis pour ceux qui ne savent pas l'anglais. Follow-up questions do more than secure specifics. They strengthen report. Ce que ça veut dire, c'est que non seulement les questions de suivi, les questions qui suivent, font plus que sécuriser des éléments spécifiques, donc et valider, elles rendent les rapports avec la personne qui est interviewée plus forts. Donc, on va plus deep en fait, tout simplement, et on revalide, on montre qu'on a compris la personne et donc le rapport se crée. Et on verra que c'est extrêmement utile, par exemple, dans le monde de la vente. Parce que plus le rapport est émotionnel et fort, plus la vente est simple et facile. Ensuite, on a les questions exploratoires. Alors ces questions-là, elles servent à aller plus loin dans une réponse. Donc typiquement, la personne m'a donné une première réponse. Je vais creuser cette réponse par une autre question exploratoire, sans lui demander de me valider quelque chose, en fermant par un oui ou un non, mais plutôt, qu'est-ce que tu veux dire par là? Approfondir une idée, révéler une expérience. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Comment est-ce que ça s'est passé exactement? Qu'est-ce que tu entends par là? Globalement, ces questions-là, elles peuvent être beaucoup plus courtes, pas forcément originales, mais bien formulées, elles permettent de creuser un sujet. Voilà, tout simplement, c'est un rebond en fait. Et donc, c'est une vraie gymnastique mentale d'être capable à la fois de formuler rapidement des réponses et en même temps d'avoir accumulé suffisamment d'informations dans la réponse de la personne pour formuler une nouvelle question qui soit ultra pertinente, bien formulée et sur le sujet qui nous intéresse le plus. Question ensuite qui influence l'état psychologique. Certaines questions, elles orientent directement sur notre état mental. Elles sont potentiellement plus axées développement personnel. Dans Change Your Questions, Change Your Life, l'auteur, il distingue deux types de questions. Les questions judger. Pourquoi suis-je aussi nul? Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser à soi-même. Pourquoi les gens sont si stupides? Et en fait, ça va générer des effets de stress, de frustration, de conflit. Et ensuite, on a des questions qui sont appelées learner. Et donc, ces questions-là, elles ressemblent plutôt à qu'est-ce que je peux apprendre? C'est notamment la citation de Jacques Brel que je vous ai sorti tout à l'heure, qui est de dire éviter la bêtise et éviter de ne pas se poser la question de savoir, de ne pas se dire, je ne sais pas cette chose, je ne fais pas cette chose, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux apprendre de plus? Quelles options ai-je, par exemple? Et donc ça crée plutôt de la curiosité, de la créativité, de l'ouverture. Et donc, les questions, en fait, elles ont une vraie influence sur notre état psychologique et mental. Et ce qui est hyper important, c'est du coup de se dire, OK, concrètement, mon état psychologique, il est dicté par mes questions, les questions que je me pose ou que je pose aux autres. Et donc, capacité à les formuler de manière pertinente et utile, et donc quitter le jugement et plutôt aller chercher des questions qui me permettent d'apprendre, eh bien, elle m'évite aussi du coup de me générer du stress, de la colère, de la frustration, du conflit, bêtement, par mes propres questions. Voilà. Et ça touche directement à des notions notamment de discours interne qu'on retrouve dans la préparation mentale pour les athlètes. Donc c'est hyper important. Vraiment, c'est super important cette partie question qui influence notre état psychologique. Euh, Ensuite, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a compris ce que c'était la sociologie, donc la capacité à poser des questions et à comprendre les différents types de questions qui existent, eh bien, ce que je trouve hyper important, hyper intéressant, et c'est la troisième partie de ce podcast, c'est où est-ce que cette science, elle s'applique? Dans quel domaine et comment? De manière très concrète. La questionologie, elle s'applique dans énormément de domaines, on l'a vu. Mais de manière encore plus spécifique, comment est-ce que ça s'applique? Tout d'abord, dans le journalisme, l'interviewing, je pense que c'est relativement évident
et c'est notamment ce que j'essaye de développer et c'est pour ça que je te parle de ce sujet. C'est parce que j'ai déjà réalisé plus de 20 podcasts, à poser des questions, à échanger avec des personnes que je connaissais absolument pas avant de les avoir en podcast. Et donc, mon objectif, c'est de développer cette compétence. Et le meilleur moyen de le faire, c'est évidemment, un, d'apprendre ce qu'est cette science, deux, de partager mes savoirs, et trois, d'améliorer perpétuellement mes connaissances. Avant d'entamer cette partie, simplement, si jamais vous avez besoin de plus de valeur au quotidien, encore une fois, je vous le demande, ça nous aide énormément. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas encore fait, ça peut énormément nous aider à nous motiver, à trouver des invités plus intéressants, à traiter des sujets plus importants, avoir potentiellement plus de budget pour des vidéos de meilleure qualité. Bref, ça nous aide beaucoup. J'arrête le moment pub, on reprend. On était donc sur le journalisme et l'interviewing. Alors, dans le journalisme, l'interview, c'est une des formes les plus visibles de l'art du questionnement. Clairement, il n'y a pas de mode plus visible, si ce n'est, on va le voir, la vente, pour parler de l'art du questionnement. Parce que l'interview, elle a pour objectif de révéler une personnalité, obtenir des anecdotes, des informations, produire un récit captivant. Il y a un vrai storytelling derrière. D'ailleurs, on le voit, il y a des interviews qui se passent très bien, parce que les questions sont géniales. Je vous mets quelques extraits. Et puis, enfin, je vous ai mis quelques extraits au début. Et puis, il y en a qui se passent très mal et la personne quitte la pièce, déteste l'interview, etc. Et donc, la technique fondamentale, c'est souvent de la question ouverte, c'est du silence, c'est de la relance. Donc, c'est beaucoup de rebonds, c'est très peu de questions fermées, parce que les questions fermées, elles ferment des discussions beaucoup plus qu'elles ne les ouvrent, ou alors elles ont pour objectif de modifier l'état mental de la personne, ce qui n'est pas forcément le cas d'une interview. Dans, encore une fois, ce livre, The Craft of Interviewing, l'auteur il explique que l'intervieweur il doit souvent laisser du silence. Je vous en parlais, pour agir et pour obtenir plus d'informations. Parce que le silence a un pouvoir exceptionnel et autant dans le journalisme que dans la vente, ça permet d'obtenir des réponses beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes parce que l'esprit humain n'aime pas le silence. Donc si on le fait de manière intentionnelle, qu'on sait qu'on veut du silence, eh bien la personne en face va probablement être gênée et vouloir combler ce silence par plus d'informations et donc elle est obligée de pousser, entre guillemets, comme le faisait Socrate dans les Maïeutiques, à accoucher de son esprit. Et d'ailleurs, je sais citation, euh, ask a question and then let the answer hang there. Donc, pose une bonne question et ensuite laisse la réponse apparaître d'elle-même. C'est exactement ça. Ensuite, dans le coaching, évidemment, vous devez poser de bonnes questions quand vous coachez. Le coaching, c'est presque entièrement des questions. C'est-à-dire que si vous êtes un coach, un thérapeute, un prestataire qui fait de l'accompagnement, et que vous êtes perpétuellement dans l'affirmative, vous n'êtes probablement pas un bon coach. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Pourquoi? Eh bien parce que le coaching a pour intérêt premier, pour volonté première, d'écouter un client, une personne que vous coachez, d'écouter ses besoins, d'écouter ce qu'elle vit au quotidien, pour pouvoir l'accompagner au mieux, la guider au mieux et lui donner l'affirmative comme il le souhaite, comme il le faut. Vous avez une compétence et pour utiliser cette compétence, l'exploiter, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que vous avez en face de vous et ses problématiques. Et pour comprendre profondément quelqu'un, il faut lui poser les bonnes questions. Et donc, le coach, il donne pas une réponse. Il aide la personne à découvrir la réponse elle-même. C'est-à-dire que oui, vous avez de l'information, de la compétence. Cette information, cette compétence vous permet juste de formuler d'excellentes questions et que votre coaché, la personne que vous aidez, ait les réponses elle-même. C'est exactement ce que fait un psychologue. Si vous allez un jour chez un psychologue, vous verrez que cette personne ne donne jamais ou très peu d'affirmative. Il va poser des questions. Dans la psychologie humaine et dans l'art, ou plutôt dans la science psychologique, le thérapeute pose des questions tout le temps. Parce que les réponses sont déjà dans l'esprit et il y a simplement à orienter les questions dans le bon ordre. C'est tout un art.
J'ai par exemple, dans Change Your Question, Change Your Life, questions sont notre meilleur outil pour découvrir alors il appelle ça des blind spots, c'est des points aveugles, des choses qu'on n'arrive pas à voir. Et donc les questions, ça nous permet d'ouvrir aussi notre vision, notre capacité à voir. Ensuite, on le retrouve également dans la vente et la négociation, parce que dans la vente moderne, le vendeur se positionne comme un médecin, se positionne comme un diagnosticien. Si jamais vous allez voir quelqu'un qui est expert en closing ou en vente, eh bien, il vous dira, et vous pouvez regarder toutes les vidéos de closing que vous voulez en ligne, toutes vous donneront des méthodes, des suivis, des protocoles, des process, et à chaque fois, ce ne sont que, je dis bien que, des questions. Et donc, la questiologie, même si elle n'est pas traitée comme telle, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous devez aborder telle thématique, vous devez dire telle chose, mais on ne vous dit pas à quel point il est extrêmement important de bien formuler vos phrases. On l'oublie souvent, mais l'utilisation des mots a une importance absolument essentielle, notamment dans cette thématique. C'est-à-dire que si vous formulez avec un bon mot ou avec un mauvais mot, eh bien, la vente peut avoir lieu ou n'avoir jamais lieu. Et ça va dépendre de plein de choses, et on le verra, mais notamment la phase de préparation, le fait de comprendre la personne que vous avez en face de vous, votre prospect, la personne à qui vous avez envie de vendre, savoir d'où elle vient, quel est le vocabulaire qui va vraiment lui parler, quels sont les mots qu'elle a envie d'entendre, quels sont les éléments de vocabulaire qu'elle comprend, quels sont les éléments de vocabulaire qu'elle ne comprend pas. Tous ces éléments-là vont former votre lexique, votre vocabulaire et votre manière de formuler des questions. Et puis toutes les informations que vous allez récupérer dans les questions précédentes vont également déterminer la manière dont vous allez formuler ces nouvelles questions. Et donc, la questiologie, pour tous les vendeurs qui nous écoutent à l'instant T, c'est probablement la compétence numéro 1 que vous devez développer, avant tout le reste. Évidemment, vous devez développer d'autres compétences, mais la questiologie, l'art de poser de bonnes questions, et pas simplement de suivre une trame méthodologique d'un process. À chaque étape, être capable de formuler d'excellentes questions et faire accoucher l'esprit de vos prospects, eh bien c'est cela qui fera de vous un bon ou un mauvais vendeur. Voilà pour ça. Ensuite, d'ailleurs, j'ai une citation, encore une fois, de The Craft of Interviewing, qui dit: «Celui qui pose des questions contrôle la conversation», et c'est exactement ça dans la vente. Bref, partons maintenant dans un autre domaine, le leadership. Si vous êtes chef d'entreprise ou manager, ou peu importe, que vous avez des responsabilités et donc potentiellement des équipes, des êtres humains à gérer, eh bien, le leadership, c'est extrêmement important pour vous, et savoir poser de bonnes questions ou vous poser de bonnes questions, c'est extrêmement essentiel. C'est totalement essentiel, pardon. Pardon, les leaders efficaces posent des questions plutôt que d'imposer des réponses. Pourquoi? Parce que déjà, le biais d'autorité pose problème, et c'est toujours très difficile d'entendre un ordre, et c'est beaucoup plus facile d'avoir la sensation que l'idée vient de nous-mêmes, évidemment. Parce que déjà, ça stimule la réflexion, on se sent acteur, ça responsabilise des équipes, des personnes, puis ça crée de l'engagement. C'est-à-dire que c'est ma réponse, c'est ma décision, et donc j'ai envie de l'appliquer et j'ai envie que ça marche. Et d'ailleurs, Peter Drucker, il dit: «Le leader, du passé», attends, je relis la formulation parce qu'elle est en anglais. «The leader of the past was the person who told», ouais, voilà. Le leader du passé était quelqu'un qui disait, qui dirigeait, qui donnait la réponse. Le leader du futur sera une personne qui demande. Je répète, le leader du passé était une personne qui disait, le leader du futur sera une personne qui demande. Et donc, si vous voulez être un leader, posez des questions. Voilà. On en a terminé pour cette pour cette troisième partie, pardon. Et à présent, dernière partie, et après, je vous laisse tranquille, c'est le framework du questionnement. Ce framework, il est mis juste devant vous, sous la forme d'un schéma. Je vous laisse le regarder. Et je vais vous donner les 5 phases, pardon, de ce framework. Ensuite, on va les développer ensemble, et puis enfin, je vous laisserai tranquille. Si jamais vous voulez récupérer toute l'explication de ce framework de manière beaucoup plus détaillée, eh bien, je vous invite à tout simplement cliquer sur le premier lien en description.
qui vous permet d'obtenir la ressource gratuite qu'il y a dans ce podcast, mais également de rejoindre notre newsletter qui est totalement gratuite, qui aide les créateurs à potentiellement, si jamais ça vous intéresse évidemment, à, en 14 jours, lancer votre marque personnelle, votre création de contenu. Si jamais ça vous intéresse de commencer à créer du contenu et à potentiellement vous poser les bonnes questions quant à ce que vous avez envie de véhiculer, ce que vous avez envie de laisser comme trace, eh bien je vous invite à récupérer cette ressource via le premier lien en description et à potentiellement vous abonner également à notre newsletter qui est évidemment gratuite et qui a pour objectif de vous aider à vous lancer dans la création de contenu et le personal branding. Bref, le framework, c'est le suivant. Première étape, c'est la préparation. On en a parlé pendant toute cette vidéo, pendant tout ce podcast. C'est la capacité à préparer une interview, un closing, un entretien, un discours, où vous allez poser des questions. Parce que plus vous serez préparé, plus les éléments que vous allez placer dans votre question seront intéressants. Et notamment la contextualisation de votre question. C'est-à-dire que si vous lancez une question, vous allez d'abord créer du contexte. Exemple, j'ai un invité. J'ai vu dans ton passé que tu avais fait ça. Et la plupart des gens t'ont posé des questions sur ça, mais moi j'ai envie de te questionner sur ça. Concrètement, comment est-ce que tu as ressenti les éléments, ou tel élément, pendant que tu faisais ça, à ce moment-là? Et là, en fait, je suis allé chercher une information très précise, je suis allé poser une question qui était différente et qui est ouverte. Et donc, cette capacité à poser une bonne question, elle va évidemment nécessiter d'autres éléments, mais la préparation est extrêmement importante. Ensuite, c'est fixation d'objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir à travers ma question? Et ça, c'est extrêmement important. C'est notamment ce qui est expliqué dans The Craft of Interviewing. Il le dit explicitement. Tu dois savoir ce que tu veux à travers ta question. Qu'est-ce que tu as envie d'obtenir comme réponse? Et je dis pas comme réponse d'un point de vue à quoi doit ressembler la réponse, mais c'est plutôt l'information qu'il y a derrière. C'est ça qui m'intéresse. Je veux savoir ça. Et donc, poser une question, c'est savoir ce qu'on veut obtenir comme réponse. En tout cas, l'information qu'on a envie d'obtenir à travers cette réponse. Si jamais vous n'avez pas ça, ne posez pas de questions, ça n'a aucun intérêt. Que ce soit à vous-même ou aux autres. C'est-à-dire que ça peut aussi être une question à vous-même. Si je me pose une question sur moi-même, sur ce que je fais, sur ce que je pense, si j'ai pas d'objectif derrière, si la réponse que je vais me donner à moi-même, je sais pas ce que je veux en obtenir, l'information que je veux dedans, pourquoi me poser des questions? Et là, je parle directement aux personnes qui overthink. Si jamais vous vous posez perpétuellement des questions, mais qu'à chaque fois que vous posez une question, vous n'avez aucun objectif derrière autre que vous poser des questions, vous êtes en train, en direct, d'embrouiller votre esprit. Et donc, ce que je vous recommande, c'est avant de poser une question, tournez votre langue 7 fois ou votre esprit 7 fois et demandez-vous d'abord quel est l'objectif. Ça, c'est une bonne question que vous pouvez vous poser. Quel est l'objectif dans cette question? S'il n'y en a pas, hop, next. Cette question n'existe plus, n'a aucun intérêt. Elle n'aura aucun intérêt. Troisième élément, une fois que je sais le contexte, que j'ai préparé le contexte de ma question, la personne avec qui j'allais m'entretenir, ou que j'ai regroupé un ensemble de connaissances, d'informations, de compétences sur, je sais pas, un sujet de développement personnel, de psychologie, de peu importe, que j'ai défini l'objectif que j'avais derrière la question, il est temps de la formuler. Et donc je vais faire une première formulation qui est proche de l'instinct, puisque elle sort très rapidement. Une fois que cette formulation mentale, elle s'est faite, eh bien, je vais la reformuler. Il y a un livre qui s'appelle Think Fast and Slow et qui explique que on a deux systèmes, ou plutôt deux arithméties, je sais pas si ça se dit comme ça, dans le cerveau. Et on a un système qui est primaire, qui est instinctif, qui est rapide, qui n'est pas contrôlable. C'est le système qui nous fait pop-up directement des questions, je pense encore une fois aux overthinkers. Et puis on a un système qui est appelé le système 2, qui lui nous permet le contrôle de nous-mêmes et qui nous permet de retenir ce système 1 qui peut parfois être impulsif, rapide, parfois trop rapide, et qui ne prend pas en compte le contexte d'une situation et qui prend juste nos instincts primaires. Et donc, cette reformulation, elle travaille avec le système 2 qui dit « Ok, mon instinct a sorti une première question,
je la regarde d'un point de vue extérieur, je prends le temps et ensuite je la pose. Et c'est autant mentalement que dans la vraie vie, que poser une question à l'oral, à quelqu'un. C'est-à-dire que je peux reformuler mentalement une question et notamment quand je suis en podcast et vous pouvez regarder si jamais vous allez regarder tous mes podcasts, il y a des moments où je vais prendre beaucoup de temps à poser une question et c'est quelque chose que je fais de plus en plus parce que je me suis rendu compte que parfois, en posant la question très rapidement, en fait, je me dis: «Ah, j'aurais pas dû la poser comme ça» et donc je regrette ma question alors qu'en fait, il aurait juste fallu que je pose un silence. Ça me permet d'emmagasiner, pardon, l'information et en plus de ça, de, comment dire? Reformuler 1 à 2 fois ma question afin qu'elle serve l'objectif que je veux, que je me suis fixé et surtout qu'elle soit reformulée de la bonne manière et que les mots qui sont choisis soient les bons et ensuite, je la pratique. Donc je la pose et une fois que je l'ai posée, la dernière étape, c'est la récupération de feedback. Comment est-ce que je récupère ce feedback? Des petites étapes très simples. D'abord, j'analyse la qualité de la réponse. À quel point cette réponse, elle est intéressante pour mon objectif, à quel point elle est pertinente et à quel point elle a été nourrie d'émotions, d'informations, hem, de détails et à quel point elle a été longue aussi, à quel point la personne a développé et a eu envie de parler. Si jamais la question n'était pas claire, si jamais la question était pas pertinente, la réponse sera probablement beaucoup plus courte, moins détaillée, moins émotionnelle, moins intéressante. Et donc, analyser la qualité de la réponse, c'est déjà avoir fait ce premier travail de feedback. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que moi, par exemple, mes podcasts, je vais les réécouter. Ou quand je me suis posé une question à moi-même et que j'ai formulé une réponse, si le détail est pas terrible, c'est que probablement je ne me suis pas posé une bonne question. Et donc, je vais analyser ma question et je vais me dire pourquoi est-ce que cette question n'est pas bien. Est-ce qu'elle a bien servi mon objectif? Et donc là, je me repose des questions, évidemment. Est-ce qu'elle a bien servi mon objectif? Est-ce qu'elle a été bien préparée? Est-ce que j'ai suffisamment de compétences pour formuler une bonne question? Si jamais c'est pas le cas, la réponse est très simple. Je dois refaire une phase de préparation. Et donc, ce framework fonctionne comme ça. Une fois que j'ai récupéré mon feedback, que je sais ce qui a manqué, je recommence. Voilà, c'était le framework du questionnement, extrêmement simple, mais extrêmement utile pour toutes les personnes qui ne savent pas poser des questions. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Je je vous remercie pour votre écoute et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, que ce soit en privé ou dans les commentaires, pour savoir ce que vous avez pensé de ce genre de sujet. C'est un sujet qui personnellement me passionne et dont je pourrais parler pendant des heures et que je pourrais même détailler encore plus pour les personnes qui ont un sujet spécifique qui les intéresse. Le journalisme, savoir poser des questions en tant que journaliste, savoir poser des questions en tant que vendeur, savoir poser des questions en tant que leader. Et évidemment, on peut creuser ces sujets-là si jamais ça vous intéresse ou même autre chose. Si jamais ça vous intéresse, qu'on creuse ce sujet de la questionologie, n'hésitez pas à m'en parler, j'ai énormément d'autres sujets évidemment en tête, sur la psychologie humaine et sur le fonctionnement, du cerveau. J'adore ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si jamais vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à me le faire savoir, ça m'aide énormément, à vous abonner si jamais ça vous plaît, et puis à suivre notre newsletter afin de l'avoir de la valeur beaucoup plus concrète, profonde, via le premier lien en description, afin de voilà, d'être, pleinement avec nous au quotidien et d'avoir un maximum d'informations et de valeurs sur des sujets qui vous passionnent, qui sont profonds, qui sont utiles et concrets. Merci beaucoup pour votre temps et je vous dis à très vite dans un prochain podcast de Deep Talks.